le talent, c'est l'envie. L'envie fait que tu développes des compétences parce que tu as envie en fait. L'envie, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que quand tu as pris la décision et que tu es porté par ce sentiment-là, tu deviens presque inarrêtable. En fait, nous, on essaie de comprendre les jeunes. On ne peut pas tous leur expliquer parce que tous fonctionnent différemment, mais on essaie de leur faire comprendre qu'ils doivent comprendre comment se comprendre eux-mêmes et avoir ces mécanismes pour devenir quelqu'un qui cherche les hautes performances et qui n'a pas peur de ça. Parce qu'attention, quand vous devez arriver à un haut niveau de performance, le plus gros problème, c'est quoi? C'est que l'exigence augmente. Oui. Et l'exigence, c'est une pression. Il faut pouvoir maîtriser. Salut à tout le monde et bienvenue sur le NNP Podcast. Nous allons explorer comment le sport peut être un vecteur de développement personnel et d'éducation pour les jeunes. Je suis avec Hugo Kasuku. Karibu Hugo. Merci. Ok. C'est vraiment un plaisir de nous avoir avec nous. C'est sûr que vous avez plein de boulot, mais vous avez accepté de venir pour cette discussion. Nous sommes vraiment honorés. Non, merci pareillement. Pour moi aussi, c'est un plaisir d'être avec vous. Donc NNP, aujourd'hui, c'est une grande maison que tout le monde connaît à Goma. Donc c'est moi qui suis honoré d'être avec vous aujourd'hui et je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui. Enfin voilà, je m'appelle, comme vous l'avez dit, Hugo Kasuku. Et je suis un jeune de Goma. C'est vrai que j'ai passé une grande partie de ma vie en Europe parce qu'à un moment donné, avec la guerre, etc., notre famille, beaucoup de gens sont partis en Europe, etc. Et puis c'était plus facile même pour poursuivre notre cursus scolaire. Et donc en Europe, rapidement, j'ai commencé à jouer au football. J'ai développé des aptitudes qui m'ont permis de jouer dans des clubs professionnels. Donc j'ai fait un petit chemin là dans ce monde-là. J'ai pu côtoyer le football professionnel de près. J'ai pu jouer avec les Léopards à moins de 20 ans. Et riche de cette expérience que j'avais pu acquérir dans mon parcours en Europe, j'ai décidé à un moment donné de revenir chez moi, ici à Goma, pour essayer d'apprendre aux jeunes ce que j'ai appris déjà. Donc c'était beaucoup de transmission, de savoir, mais aussi à un moment donné, dans ce que j'aimerais réaliser de plus en plus, c'est de pouvoir leur offrir aussi la possibilité d'avoir des infrastructures dignes de ce nom. Et donc voilà, c'est un peu ça ce qui me définit, c'est que je pense que je suis un passionné de football. J'essaie de voir comment développer le football ici dans le contexte économique actuel et pourquoi pas faire en sorte que le football aussi puisse devenir une valeur économique pour la région. Donc je crois qu'il y a un grand travail à faire à ce niveau-là. On est sur un terrain vierge, donc tout est à faire et je crois que c'est ça qui rend excitant le challenge aujourd'hui. Exactement. Comment c'est venu cette passion-là pour le foot? Bon, je pense que très tôt, j'ai été baigné dans une famille où, voilà, je crois que j'ai des souvenirs d'enfance comme ça. J'avais mes oncles qui venaient à la maison pour regarder la Coupe d'Afrique. Et puis, d'ailleurs, il paraît que je suis né à un moment où il y avait soit la Coupe d'Afrique ou un mondial, il faut que je me rappelle, mais c'était pendant que ça se disputait, donc c'est encore une fois un lien fort avec le football. Je crois que j'ai toujours eu ça dans le sang et que ça m'a toujours attiré quelque part parce que mon environnement aussi aimait le football. Mon père aussi aimait le football. Je crois que d'ailleurs au début quand je suis arrivé en Europe, j'ai commencé par jouer au basket. Donc je jouais au basket, etc. Et puis la même année, il y a eu le mondial en 1998 avec Ronaldo, le Brésilien, Zinedine Zidane. Et donc voilà, j'ai été pris par la fièvre de la Coupe du Monde. Et au final, je me suis retrouvé à aller jouer au football tout le temps sur des terrains, etc. Des agoras, comme on appelle ça, c'est des terrains de mini-foot qui sont répandus dans les villes en Europe. Et très vite, j'ai vu que je commençais à développer rapidement des compétences et c'est comme ça que je me suis inscrit dans un club de foot. Mais pour être honnête, je crois que le football, ça a toujours été quelque chose qui m'a attiré. Je suppose que vous n'avez pas arrêté le cours pour faire uniquement les sports. Enfin voilà, en fait en Europe,
On fait les deux. Mm. Donc, j'ai été dans des centres de formation aussi où le matin, vous avez cours, l'après-midi, vous avez football. Et donc, ça a facilité beaucoup les choses. Et à part les foot, quelle est votre autre profession? Donc, moi, je suis un commercial de formation, hein. Mhm. Donc, j'ai fait du marketing. Et voilà, aujourd'hui, ça constitue aussi énormément des activités que je fais. Est-ce qu'il y a des atouts dans votre vie professionnelle actuellement qui ont des racines dans le monde du sport ou du sport que vous avez pratiqué? Oui, bien sûr. Je pense que quand on fait du sport, en fait, on développe très vite une certaine mentalité. Je pense que la première des choses que j'ai appris, c'était la discipline. Ensuite, la capacité de faire des efforts, la résilience. Quand vous devenez à un moment donné sportif de haut niveau, vous devez pouvoir gérer vos émotions, vous devez pouvoir réagir très vite, traiter des informations et les exécuter. Donc, ça demande de faire fonctionner en fait votre tête à une vitesse plus rapide que celle qui est nécessaire en temps normal. J'ai pu vivre avec les autres, apprendre à vivre en société, partager, avoir du leadership envers mes partenaires et aussi accepter le leadership des autres. Donc, en fait, je crois que, comme on dit toujours, pour être un bon leader, oui, être un leader, mais il faut aussi accepter d'être guidé. Donc, il faut à un moment donné apprendre de quelqu'un aussi. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a structuré aussi en tant que personne, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes face à des défis et que vous arrivez à les relever, ça dessine votre caractère. En fait, vous vous révélez en tant que personne face aux défis. Mm. Et donc, je crois que ça, c'était des enseignements qui sont très importants et qui m'ont aujourd'hui aidé à être, je pense, aussi à un moment un modèle pour les jeunes que j'encadre, parce que je sais de quoi je leur parle à partir du moment où je leur demande de relever des défis. En fait, le football, comme dans la vie, notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes. Oui. C'est pas les autres. C'est d'abord qu'est-ce qu'on est prêt à faire, comment on est prêt à s'investir dans les projets qu'on mène. Exactement. Je crois que vraiment le plus grand défi, c'est nous-mêmes. Vous avez parlé de votre parcours. Vous avez fréquenté des clubs qui sont quand même connus et tout. Vous semblez avoir évolué dans votre carrière. Qu'est-ce qui a fait à ce que aujourd'hui Hugo ne joue plus? Pourquoi Hugo n'est pas dans l'équipe nationale avec les autres actuellement? Bon, je pense que, pour être tout à fait honnête, parce que j'aime bien l'être quand il s'agit de ce sujet-là, je pense qu'à un moment donné, j'ai été face à des choix. Et qu'en réalité, j'ai pas pris forcément les bonnes décisions. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai été un très bon joueur et que je me suis limité à me reposer sur mes acquis. Et en réalité, le sport, c'est un domaine très, comment dire, je dirais, c'est ingrat en fait, parce que tous les jours, vous devez répéter la même chose ou soit mieux que la veille pour pouvoir être considéré. Et à un moment donné, moi, j'ai perdu de vue cette réalité-là. J'ai commencé à penser que non, j'étais déjà très bien et que j'avais pas besoin forcément d'effectuer d'autres efforts. Et à ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été en décalage avec les réalités que mes coachs m'imposaient, etc., les choix que je devais faire sportifs. J'étais pas forcément quelqu'un qui acceptait facilement les conseils. Et donc, j'ai perdu le fil, en fait, le fil conducteur jusqu'au succès final. Et une fois que vous le perdez, en fait, le football, c'est quelque chose qui est très exigeant aussi. On vous demande d'être professionnel très rapidement à 18 ans, au plus tard 20 ans. Et en fait, si vous avez passé ce cap et vous n'avez pas franchi certains paliers, l'industrie du football vous met à côté. Et vous devenez, même si vous prestez, après, ça devient très difficile de ressortir, en fait, du trou. Et donc, je pense que voilà, tout ça m'a mené à ces conclusions-là. Et aujourd'hui, comme je dis, ça m'a donné les armes pour pouvoir m'adresser aux jeunes de manière très franche. Parfois, les jeunes ont du mal avec moi par rapport à ma franchise, par rapport à leur évolution, là où ils en sont. Quand je suis critique avec eux, je me vois des fois en eux. Mais je suis obligé de leur dire ces réalités-là, parce que je sais que derrière le trou dans lequel ils vont tomber, ça fait mal. Moi, quand j'ai arrêté ma carrière, je peux le dire, bon,
j'ai eu du mal psychologiquement. C'était très, très difficile parce que le sport, c'est comme une drogue. En fait, si vous enfin, allez, les réactions chimiques qu'il y a dans votre corps au moment où vous faites du sport, enfin, vous avez, euh, enfin, ça développe du bien-être. Vous émettez une hormone qui s'appelle l'endorphine. Donc, c'est-à-dire que euh, vous êtes dans un état où vous vous sentez bien. En fait, ça procure du plaisir. Et le fait Hmm. d'arrêter, ben, vous manquez en fait de cette activité-là. Et ça, c'est quelque chose, à un moment donné, quand vous mettez le sport de côté, vous retrouvez vraiment avec un manque de cette adrénaline aussi. Parce que, enfin, vous n'avez plus grand-chose qui vous procure ça. Et donc, vous commencez à vous ennuyer. Vous pouvez être avec vos amis, Hmm. etc. Et ça, c'est pour ça que d'ailleurs, il y a beaucoup de sportifs, à un moment donné, qui, quand ils arrêtent le sport, ils vous disent non, on a déprimé. Et Hmm. donc, je sais que le fait d'être, à un moment donné, de fixer des objectifs, de se battre pour, si vous, à un moment donné, vous vous fixez autant d'objectifs et que vous n'y arrivez pas, il y a aussi cette désillusion Hmm. qui arrive et tout ça, c'est difficile à gérer. Alors, quand je parle à mes joueurs, en fait, j'essaie d'être assez dur pour qu'ils comprennent que voilà le chemin que tu dois emprunter. Parce Oui. que si tu réussis à passer ces étapes-là, on va pouvoir travailler avec toi et avoir un projet. Mais si tu te désorientes et que tu choisis le chemin de l'indiscipline, faudra aussi assumer les conséquences Hmm. parce elles sont lourdes. Et oui, voilà, je pense que le sport de haut niveau a ses exigences et qu'à un moment donné, moi, personnellement, j'ai été à côté. Est-ce qu'il vous arrive à un moment donné de regretter vos comportements euh, euh, passés dans le sport? Très franchement, oui. Ça m'arrive des fois, mais ma meilleure vengeance, c'est celle que j'effectue aujourd'hui. En Hmm. fait, le fait de pouvoir former des jeunes, de pouvoir les accompagner, de pouvoir leur permettre d'éviter les pièges que moi j'ai rencontrés. C'est du pur plaisir, c'est du bonheur. Et donc, en fait, ça efface en fait Hmm. ce côté de regret que je pourrais avoir. Oui, j'y pense parfois. Mais honnêtement, comme je dis, et ça, je suis vraiment sincère avec vous, à chaque fois que je regarde un match et qu'il y a un joueur à moi que j'ai formé qui est dans le match, mais je prends franchement un plaisir, mais c'est même 10 fois plus que si moi-même je jouais. Parce Hmm. que j'attends qu'il ait la balle, quand il a la balle qui dribble, je suis heureux, je suis très fier pour eux. Et donc ça en tout cas, ça a été salvateur. Sinon, encore aujourd'hui, j'aurais des regrets. Hmm. Mm. Il y a un homme sage que j'aime bien écouter. J'ai appris quelque chose de lui en disant que le début du déclin d'une personne, c'est la complaisance et la satisfaction. Quand tu te sens satisfait et que tu te sens complaisant dans ce que tu deviens avec le temps, ça tue la capacité d'aller encore un peu plus, euh, aller un peu plus en avant, que ce soit dans n'importe quel domaine. Je crois que c'est le même sentiment où tu te dis, bon, je suis déjà meilleur. Mhm. Bon, bon, ça y est. Et puis, euh, tu n'écoutes plus personne. Franchement, je crois que toi, tu es un modèle. Et j'apprécie beaucoup le fait que tu en parles. Parce que ça veut dire, à un moment donné, tu as reconnu ce qui a fait à ce que tu ne puisses pas évoluer dans ta carrière sportive. Peut-être en tant que joueur, mais cela t'a permis aussi d'aller un peu dans une autre direction, mais dans le même domaine. Je ne sais pas si il y a suffisamment de leçons que tu as appris de ça, que tu essaies de voir dans la vie pratique, même avec les gens, même avec les collègues de travail ou le frères et sœurs. Je pense que la première des choses, c'est l'humilité, parce qu'à un Hmm. moment donné, quand on reçoit un coup aussi fort, il faut se remettre en question. Et je pense que ça a été une grande bénédiction, c'est que j'ai pu comprendre c'est quoi la remise en question. Parce Hmm. que la remise en question, c'est quelque chose de profond et c'est quelque chose qu'il faut faire en mettant l'orgueil et toutes ces choses-là de côté. Mhm. Comme vous l'avez dit, il y a souvent des gens, quand ils ratent, ils mettent ça sur la faute des autres. Mhm. Et déjà, ça, c'est des choses qu'il faut oublier. En fait, il faut vraiment aller puiser au fond de soi-même et dire, OK, voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Mhm. Et beaucoup de choses sont prévisibles, en fait, dans la vie.
je pense qu'on suit tous des trajectoires. À un moment donné, on prend des orientations. Et la manière dont on veut préparer notre avenir, c'est les conséquences, au final, de ce qu'on a préparé donc pendant le processus. Et quand je regarde en arrière, oui, j'étais destiné à arriver là où j'en étais. Mais voilà, j'ai remis les choses en question et puis ça m'a aidé. Et c'était pas une démarche facile, mais effectivement, ça m'a appris l'humilité. Ce que ça m'a appris aussi, c'est le fait de devoir être très, comment dire, d'être vigilant en fait. Hmm. Parce que quand on veut préparer son avenir, c'est une question de détail. Donc il faut faire attention aux choses qui nous entourent. Il faut faire attention à ce qu'on consomme, en fait, dans tous les sens du terme. Que ce soit les informations qu'on consomme, la manière dont on vit, les gens qu'on fréquente. Mhm. Donc, toutes ces choses-là, en fait, ont une influence positive ou négative sur notre environnement. Et quand on est jeune, on a tendance à être insouciant, en fait. On se laisse guider par des Oui. émotions, par des vibes, comme on l'appelle, des dynamiques. Et en fait, c'est la pire chose. C'est pas à elle de Oui. vous guider, c'est à vous de savoir si vous en avez besoin dans votre vie ou pas. Et ça a été une grande leçon. Maintenant, je ne vais pas dire que je suis l'être le plus parfait. J'ai Hmm. encore toujours mes erreurs quelque part. Je continue à commettre des fautes. Mais quand même, quand je commets une faute, j'ai le réflexe de me dire, OK, d'abord, c'est toi. Pourquoi Hmm. est-ce que c'est arrivé? Et en fait, quand on fonctionne comme ça, on se rend compte que la plupart des choses qu'on réussit ou qu'on rate, en fait, on est les principaux responsables de ça, de ces actions-là. Exact. Soit on a compris ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire, ou soit on n'a pas compris et on a fait des choix qui correspondaient pas à ce qu'on voulait obtenir comme résultat. Donc c'est ça que ça m'a réellement donné comme leçon. Hmm. Je crois que le mot magique, là, c'est la remise en question. Et arriver à vraiment dénicher ce qui n'a pas marché avec toi, c'était une question d'une grande remise en question. Ça va, est-ce que réellement la faute était aux autres? Parce qu'après, les autres te diront non, ces coachs-là ne m'aimaient pas, c'est pourquoi je n'ai pas évolué. Écoute, l'équipe n'était pas aussi à la hauteur et tout ça. Mais c'est dire que, bon, voilà, écoutez, tout va de moi. Ça, c'est vraiment quelque chose de grand. Donc, en tant que jeunes, on a tendance à oublier que nous sommes je pense, même à 90%, 100% responsables de tout ce qui nous arrive. Que ce soit la pauvreté, que ce soit la richesse, que ce soit euh, euh, que ce soit bon, je ne peux pas dire les malheurs, ça, on ne contrôle pas, mais la plupart des fois, on est souvent au contrôle de beaucoup plus de choses qui nous arrivent dans la vie. Et quand on a cette habitude de se remettre en question, là, je peux dire que c'est le début de la bonne voie. J'ai un exemple, en fait, j'ai une histoire vraiment qui m'a énormément secoué dernièrement. Mm. En fait, qui exprime exactement ce que tu es en train de dire. Mm. En fait, effectivement, qu'on soit pauvre, même dans la misère, à un moment donné, il y a des brèches qui s'ouvrent dans nos vies. Il y a toujours des brèches, en fait. Il suffit de sortir de chez soi et de penser, en fait, différemment. Mais effectivement, à un moment donné, il y a des brèches qui s'ouvrent. Mm. Et moi, dernièrement, je vais vous raconter une histoire brève. J'ai eu une expérience dernièrement, en fait, qui est édifiante par rapport à ce que tu viens de dire. C'est que dans la vie, qu'on soit pauvre ou riche ou moyen, en fait, il y a toujours des petites brèches qui s'ouvrent. Des fois, il suffit juste de se lever avec le bon état d'esprit ou avec la bonne détermination pour les voir, Mm. ou du moins pour les identifier ou pour les chercher. Mais il y en a toujours. Moi, dernièrement, j'étais au stade et il y a un petit enfant je crois, il doit avoir maximum 10 ans. Et je sors du stade avec ma voiture et il se met presque devant la voiture. Il dit, président, 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 je dois vous parler. Moi, je me dis, tous les jours, vous savez, moi, tous les jours au stade, je dois avoir. Donc, tout le monde me présente des problèmes, des problèmes. Donc, voilà, je ne sais pas résolver les problèmes de tout le monde, mais
On m'en présente tous les jours. Donc, quand j'ai fini l'entraînement, en plus d'avoir eu cette séance où c'est de la concentration intensive par rapport au travail que je suis en train de faire, Mmh. j'ai juste envie de retourner à la maison, de voir ma femme et mon Mmh. enfant, et j'ai pas envie de devoir commencer à encore devoir gérer des problèmes. Et là, cet enfant je vois l'intensité, mais je me dis: «Ah non, qu'est-ce qui se passe encore?» Alors je lui dis: «Oui, qu'est-ce qui se passe?» «Non, président, je dois absolument vous parler, je dois vraiment vous parler». Mais il a une telle intensité dans sa manière de me dire ça, dans la manière dont il me regarde, tout ça, il capte mon attention, en fait. Mmh. Et je lui dis: «Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dois partir. On va se voir demain, tu viens de parler demain». «Non, président, s'il vous plaît, je dois vraiment vous parler. Laissez-moi juste quelques secondes, même une minute, je vais Mmh. tout vous expliquer». Moi, je me dis: «Bon, un enfant qui vous dit ça, peut-être il y a vraiment quelque chose, que je Mmh. l'écoute quand même». Mmh. Donc je l'écoute et en fait, il me dit: «Président, je vais vous expliquer. J'étais chez mon père à Bukavu et mon père est décédé, pardon, chez ma mère à Bukavu, et ma mère est décédée. Elle avait des maladies et tout. Donc je suis venu ici à Goma pour habiter avec mon père. Mmh. Donc sa mère était décédée, il est allé chez son père». Et il dit: «Mon père, il avait une autre femme et mon père, en fait, après quelques mois aussi, il est décédé et donc je me suis retrouvé avec maintenant cette femme-là et cette femme a d'autres enfants. Donc elle a décidé que je devais quitter la maison, en fait, Mmh. et au début, je revenais tout le temps, mais on a commencé à me frapper. Donc maintenant, ça fait des semaines que je vis dans la rue». Il dit: «Président, je sais plus quoi faire. Je et cetera». Je dis: «Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse?» Il me dit: «Mais président, même moi, je sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez m'aider?» Et puis je dis: «Mais je vais t'aider comment? J'ai déjà beaucoup d'enfants que je dois aider. Comment tu veux?» J'ai dit: «Mais va chez ta famille». Il dit: «Président, aujourd'hui, je vis dans la rue». Je dis: «Mais où tu vis?» Il dit: «Non, je suis dans une guérite avec un policier près du quai de marché qui m'aide pour me garder dans sa guérite la nuit pour que je dorme». Puis il me dit: «Président, en plus, moi, j'étais bon à l'école, je mérite pas ça». Ah, je me dis: «Purée». Quand il m'a dit ça, j'étais là, je me suis dit: «Non, c'est vrai, en fait». La manière dont il parle, dont il s'est exprimé. En fait, j'ai compris que ce petit, il a travaillé sur sa manière de parler, son expression. Ça se trouve, il s'est préparé pendant Oui. des heures pour Mmh. venir m'affronter, Mmh. mais il voulait qu'il ait une chance dans sa vie. En fait, j'ai dit: «Bon, quand quelqu'un te parle comme ça, surtout un enfant, le laisser alors que tu as la possibilité peut-être de l'aider». Je me suis dit: «Bon, je peux pas faire ça pour tout le monde, mais ce petit, je sais pas, je vais quand même voir ce qu'il y a». J'ai dit: «Écoute, dors encore là-bas ce soir. Demain, je vais trouver une solution. Je vais voir ce qu'on peut faire». Bref, j'ai parlé avec des amis, j'ai dit: «Voilà, il y a un enfant qui est dans ce problème-là». Heu, le petit m'a touché, quoi. Parce que même quand je suis rentré à la maison, j'en Mmh. ai parlé avec ma femme, j'ai dit: «Ah, cette histoire, en tout cas, cet enfant m'a vraiment marqué». Parce qu'il dégageait un truc de: «Je vais pas me laisser faire par la vie. La Mmh. vie va pas m'avoir. C'est moi qui vais mener ma vie comme j'ai envie de la mener». Et puis j'ai dit: «OK, je vais l'aider». Je lui ai dit: «Écoute, voilà, on va te mettre, chez un des membres du staff». J'ai enquêté sur lui parce que des fois, on ne sait jamais, peut-être l'enfant ment et puis la famille va vous demander de l'argent parce que Mmh. vous l'avez enlevé. Bon, il y a Ouais. toujours des pièges, mais finalement, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était la vraie histoire du petit. Et puis quand j'ai vu le petit jouer au foot, ah là, j'étais surpris, j'ai dit: «Waouh!» Et en plus, il joue comme ça, quoi, et il jouait bien, il joue Mmh. bien. C'est un très bon petit, il s'appelle Loris. Et donc je me dis: «Attends, mais on va l'aider, quoi. On a besoin de ça». Et donc, finalement, aujourd'hui, on l'a scolarisé. Il vit, voilà, il vit chez notre secrétaire. Il est bien, dans des bonnes conditions. Et en fait, c'est un petit, au lieu de déprimer de sa vie, il a déjà perdu ses parents, tout Mmh. ça, mais c'est un petit, quand vous le voyez, il veut se débattre, il veut arriver à quelque chose dans la vie. Dernièrement, il y a un recruteur avec qui on travaille sur le projet de faire partir les 2 joueurs qui ont été sélectionnés pendant la future Pro League qui vient, Chris Mandiangu. Et je lui dis: «Écoute, je dois te présenter un petit». Le petit là, il m'a vraiment touché quand il m'a parlé, c'était incroyable. Je lui dis, je l'aide aujourd'hui et tout, je veux juste que tu le vois parce que ça m'a l'air d'être un bon joueur, encourage-le». Et Chris lui dit: «Oui, mais comment tu vas?» et cetera. Il lui dit: «Alors, tu vas devenir un joueur de foot professionnel?» Il lui dit: «Dis-moi quelque chose, si tu deviens joueur, pourquoi est-ce que tu veux devenir joueur de foot professionnel? C'est quoi ta motivation pour y arriver?» Vous savez ce que le petit nous a répondu? Je vous jure, c'est la vérité. Même lui, il m'a dit: «Mais écoute, tu l'as préparé ou quoi?» Et le petit a dit: «Moi, mon rêve dans la vie, c'est de pouvoir devenir joueur de foot professionnel pour aider des enfants qui ont eu les mêmes problèmes que moi». J'ai dit: «Waouh, mais en fait, non, ça c'était», enfin, j'ai dit: «Non, en fait, les choses comme ça, vous dites, cet enfant, il a compris que dans sa vie,
il doit s'en sortir. Mais il a compris aussi que s'il s'en sortait, il pourrait aider d'autres. Mhm. En fait, ça, c'est des exemples dont il faut parler. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent et disent: Ah non, j'ai pas d'opportunité, j'ai pas de Mhm. truc. Non, ça dépend de ta force de Oui, conviction et de ton envie. Parce oui. que le petit, là, à son âge, il a déjà développé ça. C'est-à-dire Mhm. que avec ça, c'est un petit comme ça, mais vous pouvez aller au bout du monde. Parce que Mhm. vous allez lui dire de construire un bateau pour traverser le lac pour aller jusqu'à Bukavu. Ou si vous lui dites comment faire, c'est le genre de petit qui il va le faire parce qu'il a cette détermination-là. Et en fait, c'est quelque chose qui, quand vous le voyez de la part de quelqu'un qui est aussi vulnérable, donc ça veut dire que tout le monde peut le faire. Mhm. Et s'il a réussi à me convaincre, ça veut dire que d'autres gens dans d'autres domaines, vous pouvez convaincre n'importe qui de vous aider Oui, dans vos projets. oui. Ça dépend juste de la manière dont vous êtes conçu. Mhm. Merci pour cette histoire. Et je crois que c'est Goal s'occupe de plusieurs petits génies comme ça. En fait, on fait beaucoup de social, donc on a beaucoup d'histoires percutantes, mais celle-ci, quand même, je pense, de mon expérience dans Gaulle, ça a été la première fois que je me suis dit, OK, là, c'était quand même assez. Mhm. Il y avait beaucoup de symbolique, en fait, derrière ce que ce jeune m'a montré. Parce que je Mhm. me suis dit, en fait, même pour moi, il y a des jours où tu te lèves et tu vois que ça va pas forcément comme tu as envie, il n'y a Oui, pas d'opportunité, mais en fait, tu te rends compte que non, on peut toujours faire quelque chose à un oui. moment donné si on est réellement prêt à le faire. Il Et faut si se on s'est battre. préparé à le faire, parce que s'il Mhm. faut se conditionner. Mhm. Mais des histoires comme ça, c'est encourageant pour tout le monde, en fait. Parce Oui. que finalement, bon, je sais pas jusqu'où il va aller, peut-être dans 10 ans, enfin même dans, disons, oui, ouais, dans 8 ans ou quoi, on va se retrouver, je vais vous dire non, il a fait un parcours exceptionnel et c'est Mhm. ce que je lui souhaite aujourd'hui. Mhm. Moi-même, je suis impliqué dans son évolution, donc on va tout faire pour que ça se passe bien. Mais oui, on a plein de petits comme ça à qui on aimerait bien enfin, voilà, favoriser la réussite et donc les mettre sur la bonne trajectoire. Et c'est quoi l'histoire de Goal? C'est quoi le moment où vous vous êtes dit, OK, il faut que je crée cette académie? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je suis revenu ici et quand je suis revenu, j'avais perdu quand même pas mal de repères Mhm. et j'avais en fait envie déjà de rejouer au football. Et quand j'ai rejoué au football, j'ai vu les conditions qu'il y avait ici. Je me suis dit: «Non, c'est pas possible, on peut pas jouer comme ça». Ça, c'est les conditions qu'on a ici. Bon, désolé de le dire, mais il faut qu'on se le dise. Je crois qu'en Europe, c'était dans les années peut-être 50, 60 que c'était comme ça. Aujourd'hui, on est à ce niveau-là au Congo, donc je me suis dit: «OK, avec mon réseau, le peu de moyens que je peux mettre là-dedans, comment est-ce que je peux influer pour que, OK, on puisse faire progresser ce secteur-là?» parce que c'est ma passion et donc voilà, c'est ça qui m'a poussé à dire: «OK, on démarre» et c'est jamais facile de démarrer, quelque chose parce que vous savez pas parfois par où commencer, en fait. Oui. Je pense qu'on est tous les entrepreneurs, les personnes qui lancent des initiatives, les débuts sont souvent compliqués parce que des fois, vous avez l'impression que vous devez faire un très grand pas alors que non, il suffit juste Mhm. de faire le premier pas, quoi. Il suffit juste de faire le premier pas et c'est le plus difficile. Ouais, C'est le plus ouais, c'est le plus difficile. difficile. Oui. Comment fonctionne Goal? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est juste l'académie où on apprend à jouer au foot? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui se passe exactement là-bas? Non, Gaulle, en fait, c'est pas seulement une académie de football. Je pense déjà, on veut être plus que ça, en fait. On veut être un moteur dans le sport ici. On veut être une référence par rapport aux idées qu'on veut inculquer aux jeunes. On a bien plus que ça. C'est aussi, Gaulle, c'est implanté, en fait, dans la sphère sociale ici. Et aujourd'hui, on a plusieurs enfants qu'on scolarise, qu'on assiste, des familles aussi parfois qu'on assiste avec des vivres, etc. Donc le Gaulle, c'est plus une identité de Goma, en fait, Mm. qui représente notre ville parce qu'en fait, on se veut, comment dire, on est fier de revendiquer notre ADN gomatracien, cette identité de résilience, de talent, de- disons, de dynamisme, cette beauté, cette élégance que Goma a
tout ça, on veut le refléter à travers notre savoir-faire, mais la principale chose de Gaulle, enfin, disons, la principale mission de Gaulle, c'est l'éducation, en fait. Mm. On est là pour éduquer, parce que le problème qu'on a aujourd'hui en RDC, le plus gros problème, c'est l'éducation. On a un problème d'éducation. On est le pays le plus riche du monde, mais on n'est pas conscient des enjeux. Mm. C'est un peu ce qui s'est passé avec ma carrière. À un moment donné, tu comprends pas les enjeux, tu as un problème. Bon, je vais pas dire que j'ai été mal éduqué, parce que beaucoup de respect pour mes parents, mais c'est un problème. Mais il faut se préparer. En fait, il y a une éducation à préparer Mhm. quelqu'un à la réussite. Parfois, quand vous voulez qu'un pays réussisse, il faut préparer en fait les gens à cette réussite. Mm. Comment vous allez faire pour réussir? C'est tout un projet en fait. Et donc en fait, au final, Gaulle veut participer à cette relève de la RDC. Mm. Parce qu'on veut former des gens qui sont intègres. On veut former des gens qui sont patriotes. On veut former des gens qui ont des capacités intérieures de se remettre en question, de faire les efforts, de comprendre de comprendre des directives, de pouvoir les appliquer et être performant. Parce que quand vous êtes sportif, en fait, c'est la performance que vous recherchez tout le temps. Et on veut des gens performants, que ce soit des médecins, que ce soit des avocats, que ce soit des policiers, des militaires, des ministres, etc. On veut que les gens qui sortent de Gaulle, parce que la plupart, 99% ne seront pas footballeurs professionnels, on veut que ceux qui sortent de notre cursus deviennent des gens utiles à la société et conscients que même à travers leur travail, même s'ils sont soudeurs, que c'est l'excellence du Congo, que quand quelqu'un va passer devant le bâtiment qu'ils ont soudé ou qu'ils ont travaillé, Oui. on se dise, ah ouais, non, ces gens sont dans l'excellence. Et donc voilà, c'est ça, Gaulle, c'est ça qui définit aujourd'hui ce que Gaulle veut représenter dans la société congolaise d'aujourd'hui. Et comment Gaulle arrive à intégrer des valeurs éducatives dans le programme sportif? Question d'offrir aux jeunes un aspect d'éducation un peu plus holistique. Comment ça se passe? Bon, non, en fait, on est très dur sur la discipline. Mm. Arriver à l'heure, s'habiller correctement, être présentable, la manière dont on s'exprime, la manière dont ils vivent avec les autres, leur engagement envers nous, notre engagement envers eux, Mm. le respect des consignes. Quand on vous donne une tâche sur le terrain, ben, vous devez la respecter. En fait, pour qu'un pays tourne, chacun doit jouer son rôle. Oui. Vous ne devez pas jouer le rôle des autres, parce que sinon vous empiétez sur leur travail. Donc c'est à un moment donné se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait pour que la machine tourne? Chacun va jouer son rôle, et chacun va jouer son rôle de la meilleure des manières. Mhm. Parce qu'en fait, une société, c'est comme un orchestre. Oui. Quand il y a celui qui a fini avec le violon, qui tape la dernière note, vous devez déjà savoir que vous devez enchaîner avec, je sais pas moi, la batterie. Et alors, à ce moment-là, ben, voilà, il faut une harmonie, en fait. Oui. Et donc, on apprend à ces jeunes à comprendre ces dynamiques-là à travers le sport. Un jour, ils vont être dans la vie active comme moi, Mhm. et ils verront que ce qu'on leur a appris, en fait, chez Gaulle, ben, ça va leur servir aussi dans leur vie de tous les jours. Vraiment, vraiment beaucoup. Je crois que je trouve beaucoup de valeur dans le... C'est des petites choses que nous avons tendance à négliger. Et je crois que c'est parmi les choses que j'essaie de communiquer à mes collègues ici. Bon, bien sûr, on n'aime pas fixer les règles sur quand est-ce qu'il faut être au bureau, quand est-ce qu'il faut rentrer, quel jour il faut être là, quel jour il ne faut pas être là. Mais que ça vienne de l'engagement personnel de chacun. Tu t'es dit, bon, je vais être à NNP, il faut s'engager, il faut se rassurer que tu es là. Et quand tu n'es pas là, c'est très important d'informer parce que ton rôle, tu as un rôle à jouer que tout le monde s'attend à ce que tu joues ton rôle. Et tout le monde attend quelque chose de toi. Mais quand, par exemple, tu t'absentes et que tu n'informes pas et que tu ne dis rien, ça veut dire que dans le rôle que tu es censé jouer, tu fais reculer le travail de quelqu'un d'autre qui attend quelque chose de toi. Et je crois que c'est cet engagement-là. On n'a pas besoin de tout le temps être comme à l'époque belge. On ne doit pas attendre le fouet pour se dire qu'on doit faire son travail. Et je crois que quand on comprend cela, c'est des valeurs même fondamentaux de la vie de quelqu'un.
effectivement, il faut être engagé dans ce qu'on fait. Et l'engagement, c'est une très grande notion parce que elle représente la plus grande partie du processus de la réussite. Mhm. Et quand les gens sont engagés, moi je fonctionne aussi chez Goal, on a un bureau, etc. On est conscient qu'on ne peut pas payer les gens à des prix exceptionnels qui leur Mhm. permettent de dire, OK, voilà, vous devez rester exclusivement au bureau. On est conscient qu'avec ce qu'on paye, c'est mieux que les gens aient un deuxième boulot et des Mhm. petites activités qui permettent aussi qu'ils puissent remplir enfin, leurs assiettes tous les jours. Mais ce qu'on demande, c'est l'engagement. Mhm. Parce que l'engagement représente l'identité et la force motrice en fait, de la structure Goal. Mhm. Et on a besoin de personnes engagées Mhm. dans des structures comme Goal. Oui. On a besoin de personnes engagées, c'est important. C'est ça qui fait tourner en fait, la structure, c'est la passion. Et la passion, en fait, c'est quelque chose qui n'a pas de limite une fois qu'on est vraiment engagé. On a des perspectives d'évolution qui sont illimitées parce que derrière, quand vous retrouvez quelqu'un qui est passionné de l'autre côté et que c'est quelqu'un qui pourrait vous apporter, s'il décèle en vous qu'effectivement vous êtes un réel passionné, Mhm. il va collaborer avec vous. Donc, Quel impact vous voyez euh, Goal avoir sur les jeunes dans leur milieu respectif? déjà, la première chose, c'est que, en fait, nous, on recrute des jeunes disons, de toute provenance. On a des joueurs qui viennent d'un peu partout. Et je crois qu'au Congo, un des plus gros problèmes qu'on a, c'est la question du tribalisme. Pardon. Mhm. C'est une question qui reflète assez négativement notre échec en tant que société aujourd'hui. On a tendance à toujours mettre tout le monde dans un compartiment, en fait. Et je pense que c'est quelque chose qui sème énormément de divisions dans notre société. Mhm. Chez Gold, les gens, on apprend aux jeunes à jouer ensemble dès le plus bas âge et à casser cette barrière-là, en fait. Je pense que déjà, au niveau de la communauté, ça a un très grand rôle à jouer, de montrer et d'édifier ça. Parce que vous n'entendrez jamais que nous, on va dire, ah, tel il est de là-haut, tel il est de là. Au contraire, on essaie de faire en sorte que les gens puissent vivre ensemble et se comprendre malgré les différences peut-être de coutumes ou de pratiques, etc. Mais que tout le monde vive ensemble, peu importe la religion, etc. Donc ça, c'est déjà une première lutte. Et je pense qu'aujourd'hui, ce challenge-là, en fait, naturellement, dans le football, ça a toujours été une question disons, qui a, enfin, ça a toujours facilité, en fait, les échanges entre les communautés, le fait de jouer ensemble. Parce que vous vous retrouvez pour une cause, disons, voilà, le jeu, c'est le jeu. C'est pour que tout le monde prenne non seulement du plaisir et échange, mais aussi, voilà, je pense que, vous savez, quand vous éduquez un enfant correctement et vous lui apprenez certaines valeurs, je vais vous prendre en exemple en vous posant la question. Je pense que toutes les bonnes choses que vous apprenez, vous avez toujours envie de les partager avec les autres. Quand vous apprenez une chose bien, vous dites, OK, Oui. ouais, je vais en parler avec ma famille, je vais en parler avec mes amis, Mhm. avec mes proches. Et finalement, en fait, quand vous arrivez à, à donner à un enfant des valeurs, je pense que lui, autour de lui aussi, il ira les transmettre. Parce que Oui. moi, personnellement, si j'ai transmis aux jeunes ce que je savais, c'est parce qu'on me l'a aussi transmis. Mhm. Et j'ai beaucoup de plaisir à les mettre dans la bonne direction. Mhm. Et je pense que effectivement, quand vous agissez comme ça au sein d'une communauté, il y a, en fait, vous élargissez le champ de conséquences et de Mhm. bonnes actions en Oui, oui. fait, qui seront portées par cet élan-là. Mhm. Et voilà, je pense qu'effectivement, Gaulle a son implication et sa nécessité au niveau de la société et que, voilà, moi, je pense qu'il y a d'autres initiatives dans d'autres domaines qui sont aussi dans le même combat. Je crois que progressivement, il y a des changements qui vont être observés dans notre société grâce à Mhm. des initiatives pareilles. J'ai déjà des joueurs dans la manière dont ils réfléchissent, dans la manière dont même je vois qu'ils communiquent sur les réseaux sociaux, qui ont pu atteindre un certain niveau de maturité. Mhm. Par exemple, à Virunga, il y a un joueur qui s'appelle Daniel Bofando, que j'ai formé.
C'est un joueur, j'ai compris très vite qu'il allait plus loin dans sa réflexion. Il voulait aller plus en profondeur. Et je pense que quelque part, avec Gaulle, on a pu l'aider à développer cette. Enfin, je pense que c'était inné chez lui déjà, mais je pense que on l'a aidé aussi à développer ça. Et aujourd'hui, c'est un exemple pour beaucoup de jeunes dans la ville parce qu'il représente quand même un des joueurs phares de Mhm. Virunga, mais aussi pour les gens chez lui dans son quartier, etc. Ses amis, il les influence positivement, à mon avis. Mhm. Mm. Comment vous arrivez à identifier, promouvoir ces genres de modèles dans l'académie pour inspirer Mm. positivement d'autres jeunes? Bah, on va faire des publications sur leurs réalisations, parfois leur donner la parole. Mhm. Au sein de l'équipe, on leur donne facilement le brassard. Bon, même si parfois, il y a des joueurs que j'ai trouvé pas très responsables, Mhm. mais par contre, comme je voyais des attitudes chez eux, des aptitudes, en fait, je leur mettais déjà dans la peau du responsable en Mhm. leur donnant, par exemple, le brassard en disant, OK, ça va, toi, tu as des grandes capacités, tu as un leadership naturel, mais cette énergie est mal canalisée. Alors, je me dis, OK, je vais te donner le brassard parce que en ayant le brassard, tu vas devoir te comporter Ouais. d'une certaine manière. Et- Et peut-être que tu vas te recadrer par rapport à ton énergie qui est Mhm. dispersée. Des fois, oui, on agit comme ça, en fait. Mais on identifie d'abord le potentiel de la personne en termes de... Vous savez, il y a des gens que vous rencontrez, vous voyez très vite qu'ils ont une personnalité forte, des Mhm. convictions. Ils ont de l'énergie dans leurs revendications, etc. C'est cette énergie-là qu'il faut prendre pour la canaliser, en fait, dans le bon Mhm. sens. Et parce que c'est eux qui sont les leaders. Et donc, une fois que vous identifiez un leader, vous voulez que ce soit celui qui va influencer les autres Mhm. positivement. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à un moment donné à dire, OK, tel, il est bien, on va l'aider. Il y a des fois des gens très, très bien aussi, déjà avec une très bonne éducation, à qui on confie des responsabilités pour Mhm. continuer. Mais en fait, c'est pas dit que celui qui a la meilleure éthique, c'est celui à qui on va donner le plus Oui, une de responsabilité. responsabilité. Oui. On essaie de responsabiliser tout le monde, en fait. Mais, et d'inclure tout le monde. Parce que dans une société, vous avez des gens qui sont bien configurés dès le départ, et il y en a d'autres qu'il faut Il recadrer. faut Et recadrer, oui. pour le recadrer, il ne faut pas le laisser en marge. Mhm. Il faut pouvoir l'inclure, en fait, le plus possible. S'il faut parler des défis, depuis le début jusqu'à actuellement, qu'est-ce que Gaulle a vu en termes de défis? Et s'il faut parler des réussites, de quoi seriez-vous fier aujourd'hui? Pour les défis, je pense que le plus grand défi actuellement, c'est les aires de jeu. À Goma, il y a trop peu d'aires de jeu. Hmm. Et dans beaucoup de pays qui se sont développés, les aires de jeu ont été répandues un peu partout pour que les jeunes puissent Mhm. s'adonner à des pratiques sportives, etc. Parce que quand vous n'avez pas d'aire de jeu, le problème c'est que la jeunesse, c'est un moment de la vie où on a énormément d'énergie. Et si on la dépense pas dans le sport ou dans des activités qui peuvent absorber cette énergie positivement, le problème c'est que vous êtes exposé à des dérives. Hmm. Et je pense que le plus grand défi, c'est de voir comment est-ce que dans les années à venir, on peut faire en sorte d'avoir plus d'aires de jeu dans la ville. Et moi, personnellement, bien loin de la politique, parce que je ne veux jamais être politicien, mais en tout cas, appuyer, faire en sorte qu'il y ait des initiatives pour qu'il y ait de plus en plus d'aires de jeu dans la ville de Goma. Mais aussi, pour Gaulle, le plus grand défi, c'est de pouvoir avoir ses propres infrastructures, pour pouvoir être maître du programme. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, si demain, par exemple, les aires de jeu, enfin, de toute façon, les heures de jeu sont de plus en plus occupées. Et à un moment donné, on pourrait être face à une situation où on a du mal à s'entraîner, comme ça a été le cas il y a quelques années, comme ça pourrait redevenir le cas Mhm. très prochainement. Enfin voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais ça, c'est un gros problème. Les défis, on en a eu beaucoup. Je crois que encadrer des jeunes et partir de rien comme on l'a fait, il y a eu énormément de défis. Ce serait long de revenir sur tout ça. Mhm. Ce que je peux dire, c'est que les perspectives d'avenir, c'est ça. Aujourd'hui, on est très concentré sur un projet de construction de centre. On aimerait avoir un centre pour pouvoir donner aux jeunes de la ville une référence pour qu'ils puissent s'adonner à leur pratique du football, tout en sachant que
que Gaulle est là, en fait, que ça existe et que ça peut leur donner des opportunités, non seulement de devenir footballeur professionnel, mais aussi d'améliorer leurs conditions de vie et leurs conditions d'apprentissage scolaire, etc. Donc, on veut vraiment pouvoir être là, parce que même si on encadre, je sais pas, je vais donner un chiffre, 100 enfants, il y aura peut-être 100 000 enfants qui vont se battre tous les jours en se disant il faut que j'intègre Gaulle. Hmm. Et donc ça, c'est un moteur pour la société. Et parce que je sais que si nous, on arrive à le faire aussi, il y a d'autres qui voudront le faire. Et donc, ça aussi, peut-être même il y a des gens qui vont m'écouter aujourd'hui qui vont se dire non, non, on va pas le laisser arriver. Hmm. Lui, d'abord, on va le faire nous-mêmes. Hmm. Je pense que ça, je serais fier de ça. Je serais content et ça m'encouragera encore plus à moi aussi à aller de l'avant parce qu'on a besoin de ça dans la vie. D'avoir des rivaux, d'avoir des gens qui nous inspirent, des gens parfois qui font ce qu'on a voulu faire, qui le font mieux et du coup, ça nous booste. Donc voilà, je pense qu'il faut maintenant réfléchir à ça parce que le problème, si on veut faire évoluer notre société, si Gaulle veut relever ce défi-là, il faut qu'on puisse avoir les infrastructures pour. On ne peut pas former les jeunes seulement en étant là, en tenant des discours. À un moment donné, en termes de performance, tu atteins seulement 10, 15, 20% de ce que tu pourrais réellement faire, en fait. Il faut à un moment donné avoir... Quand tu vas à la guerre, il faut avoir il faut avoir les armes et les munitions pour pouvoir revendiquer avoir des revendications, en fait. Hmm. Et donc, aujourd'hui, si on veut faire un vrai travail, il faut qu'il y ait des partenaires qui viennent nous aider à faire ce travail de qualité. Pour ça, il faut des infrastructures. Oui. Et s'il faut parler de quelque chose pour lequel vous êtes fier actuellement? Il y a une réflexion que je me suis faite dernièrement, c'est qu'il faut être content il faut se satisfaire parfois des petites victoires. Hmm. Moi, j'ai des petites victoires, donc je me satisfais de ça. Je crois que le fait que déjà l'académie soit viable depuis bientôt 8 ans, ça c'est une très grande fierté. Qu'on ait réussi à former plusieurs jeunes, c'est une fierté. Je pense qu'on a fait un très long chemin. Je suis fier de tout ce que j'ai pu faire et de ce que Gaulle m'a permis de devenir aussi, parce que Gaulle m'a permis de devenir une meilleure personne. Parce Hmm. que j'ai réussi à mettre mon attention, mon temps et mes moyens dans quelque chose qui est utile pour la société. Donc ça, j'en suis fier. Après, voilà, je suis un sportif, je suis exigeant, j'ai de l'ambition. Et je vous dirai toujours que ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est pas encore assez parce que j'ai envie de faire plus. Oui. Mais bon, je crois que je suis quand même fier de dire que voilà, aujourd'hui, je peux être utile pour mon pays, pour les jeunes de cette ville et que j'ai envie de faire plus pour eux et que déjà la reconnaissance qu'ils affichent envers moi, bah, ça me va droit au cœur. Et voilà, donc je pense que ça résume un petit peu le sentiment de fierté que j'ai aujourd'hui. Mhm. Et l'année passée, vous avez lancé le Pro League et vous avez eu à faire sélectionner quelques jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, comme je dis, la Future Pro League, effectivement, c'est aussi un succès d'avoir pu faire venir ces gens-là, la Future Pro League derrière. C'est ça que je disais. En fait, il faut parfois en étant le moteur de quelque chose, d'une initiative, ça en attire d'autres. Il y a Distel Zola qui était là pendant la Future Pro League, qui après est revenu avec, par exemple, l'opposant de Macron, Jean-Luc Mélenchon, à Kinshasa. Ils ont amené le député national Carlos Bilengo. Et donc, en fait, au final, ils sont arrivés d'ailleurs à Boulengo pour visiter le camp de réfugiés avec Carlos, le député national. Et en fait, tout ça, c'était des fruits de la Future Pro League. Parce que les gens ont vu une image différente de Goma. Et en fait, parfois, au lieu de montrer notre misère, il vaut mieux montrer nos capacités. Nos capacités, oui. Et parce que quand les gens vous voient sur cet angle-là, ils vous humanisent. Alors que quand ils vous voient tout le temps dans des situations ou des guerres, des trucs, en fait, ils vous voient comme des zombies dans des cercueils. Et ça, en fait, les gens ne pensent plus forcément à se dire, OK, oui, bon, ils vous oublient parce que l'inconscient, le fait que non, ils disent, bon, ceux-là, ils sont déjà morts, c'est fini. Oui. Mais là, les gens nous sont dit, non, ces gens vivent, ces gens sont là, et puis les gens vont là-bas, donc ça veut dire que nous aussi, on peut aller. Et donc, du coup, ces gens sont venus, ils ont vu, et ils ont compris. Aujourd'hui, avec Distel aussi, par la suite, il y a eu la CAF qui a réagi. Donc la CAN aussi, c'est parti de là, en fait.
les gens s'en rendent pas compte. Bon, moi, je vais pas commencer à le... Enfin, je laisse ça comme un fait divers, mais et si tu m'avais pas un peu titillé, je n'aurais pas parlé de ça. Mais aujourd'hui, la CAF, ils sont venus à Goma, mais c'est à travers les images qu'ils ont vues de la future Pro League. Ils se sont Oui, dit non, c'est pas possible. En fait, nous aussi, on peut faire quelque chose oui, là-bas. oui. Et donc, finalement, ça a attiré tout cet engouement qu'il y a actuellement autour de Mhm. Goma, etc. Et c'est que le début, en fait. Oui. Donc, la future Pro League, ça a été d'abord la première chose, c'est que je pense que ça a pu changer un peu le game. Il y a Oui. eu une autre vision de Goma. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport aux résultats que nous, on attend, on est en train de travailler pour que les jeunes puissent partir. C'est jamais facile de faire quitter des jeunes du Congo pour les Mhm. faire partir à l'étranger. Notre championnat aujourd'hui est mal coté et on a parfois une très mauvaise réputation au niveau de notre éducation, etc. Mhm. Donc, quand vous faites partir des joueurs, il y a tout un processus. Mhm. On est engagé dans ça. C'est mon principal combat, celui qu'on mène actuellement avec mes partenaires, donc Christopher Mandiangou, qui est le manager qui s'occupe de toutes ces démarches. Je pense que d'ici peu, on aura réussi à faire partir 2 jeunes. Et pour moi, là, ça sera vraiment un grand soulagement. Parce que je peux vous Mhm. dire qu'actuellement, pour moi, la future Pro League, je suis à 90%, allez, disons 80-90% de réussite. Mais elle est pas complète parce que finalement, la chose la plus importante de cette future Pro League pour moi, le vrai sens et le seul sens qui a vraiment une valeur très importante pour moi, c'est émotionnel, c'est de faire partir ces jeunes, c'est de pouvoir changer réellement leur vie, qu'ils puissent aller de l'autre côté et mener cette vie professionnelle, Mhm. ou du moins avoir cette chance de pouvoir faire leurs essais dans des clubs et à obtenir des contrats. Si j'arrive à faire ça, je peux vous dire que là, en tout cas, je serai très, très, très satisfait. Et Mhm. donc voilà, actuellement, on est dans ce processus-là. Je pense que d'ici 1 mois ou 2, si Dieu le veut, on pourra enfin atteindre cet objectif-là. Je crois qu'on va finir cette discussion parlant de questions de développement personnel à travers les sports. Comment les jeunes peuvent-ils acquérir cet aspect de développement personnel en participant activement à des activités sportives, que ce soit en termes de discipline, d'esprit d'équipe ou de résilience? Comment ils peuvent arriver à intégrer ça dans leur vie? Je ne sais pas si tu comprends ma Je comprends? question. Non, non, je comprends très bien. En fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Jacques Brel, c'était un grand chanteur belge. Il disait, le talent, c'est l'envie. Je sais pas si vous comprenez ce que je Oui, dis là. Le talent, c'est c'est l'envie. l'envie. Mm. L'envie fait que tu développes des compétences parce que tu as envie, en fait. L'envie, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que quand tu as pris la décision et que tu es porté par ce sentiment-là, tu deviens presque inarrêtable. Et il y a des moments où on arrive à déclencher ça en nous. Mais après, il faut faire comprendre aux gens quel est le processus pour déclencher ça en toi. Il y a des gens, ils vont déclencher ça en eux parce que tu les piques. Il y a des gens qui vont déclencher ça en eux parce qu'ils ont quelqu'un auprès d'eux qui a un mentor qui les motive. Mm. Il y a des gens qui vont déclencher ça en eux parce que ils ont, je sais pas moi, tout le monde a sa manière de déclencher le meilleur de soi-même. En fait, nous, on essaie de comprendre les jeunes. On ne peut pas tous leur expliquer parce que tous fonctionnent différemment, mais on Mm. essaie de leur faire comprendre qu'ils doivent comprendre comment se comprendre eux-mêmes et avoir ces mécanismes pour devenir quelqu'un qui cherche les hautes performances Mm. et qui n'a pas peur de ça. Parce qu'attention, quand vous devez arriver à un haut niveau de performance, le plus gros problème, c'est quoi? C'est que l'exigence augmente. Oui. Et l'exigence, c'est une pression Mhm. qu'il faut pouvoir maîtriser. Et à ce moment-là, ça demande des capacités de développement personnel. Et le développement personnel, c'est ça. Personnel, c'est l'introspection, c'est soi-même. C'est comment Mhm. est-ce que je répète les efforts, comment est-ce que je répète les performances, comment je gère mon stress, comment je me positionne par rapport aux enjeux de ma vie. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'il faut développer chez les jeunes. Mais moi, ce que je demande souvent à un joueur, c'est aujourd'hui, tu as bien presté. Comment tu as préparé cette prestation? En fait, on essaie de faire comprendre à ces jeunes comment est-ce que tu fonctionnes pour pouvoir être le meilleur de toi-même. De quoi tu as besoin, de quoi tu te nourris à ce moment-là. Et ça, c'est une réflexion qu'on pousse chez eux pour qu'ils développent à un moment donné ça. Parce que la vie, en Mhm. fait, elle fait pas de cadeaux. Donc,
Jamais. Ouais, tu es obligé d'être Tu es obligé d'être performant, performant, meilleur. tu es obligé d'être développé Oui, et de te développer. oui, Et donc, c'est le haut niveau, de toute façon, à un moment donné, quand tu es dedans, tu es obligé t'es obligé d'acquérir toutes ces compétences-là. j'ai lu quelque part quelque chose qui dit que ta capacité de gagner dans la vie ne dépasse jamais la personne que tu deviens chaque Mhm. jour. Ce qui veut dire que si tu veux être quelqu'un d'aussi important, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la société, les gens autour de toi, c'est qu'est-ce que tu deviens pour donner le maximum de toi. Même dans le travail, il y a des gens qui disent oh, je suis mal payé et tout ça, mais qu'est-ce que tu es pour mériter plus? Non, exact. Ça, c'est tellement vrai. Non, c'est très vrai. Oui, En fait, il faut se rendre indispensable partout où on est. exact. Oui, il faut. En fait, c'est tellement vrai. Qui es-tu? Oui, Qui es-tu? Et c'est une question, ça revient à tout ce qu'on a dit, oui, l'introspection, oui, la remise en l'introspection, question. oui. Et la question est comment tu as préparé ces jeux pour arriver à une très bonne performance? C'est comprendre tout ça. Je crois que le développement personnel, c'est- c'est tout ce qui Mhm. nous construit, en fait. Ouais. Oui, c'est tout ce qui Oui, nous construit. c'est un sujet qui a déjà été, qui a déjà été revu et revu. Mais la réalité, c'est que notre avenir, il est prévisible. Hmm, Il est prévisible dans la mesure où ça dépend dans quel processus on s'installe, dans quelle trajectoire on est. hmm, Et à chaque fois qu'on veut arriver à quelque chose, en fait, rien n'est inaccessible. Ça dépend de de ce qu'on est prêt à faire comme effort pour y arriver. hmm, Si tu rêves que tu vas devenir demain multimillionnaire, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour l'être? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu rencontres les bonnes personnes? oui, Est-ce que ce que tu es en train de faire actuellement, est-ce que ça va te permettre d'arriver à tes objectifs? En fait, tout est une question de se dire, bon, après, aussi, une autre chose, je pense que le bonheur et la satisfaction ne vient pas de l'argent que tu as. Ça vient d'abord de qui tu es oui, la et de personne que comment tu tu es. vis et comment tu acceptes les réalités, comment Mhm, tu les traverses. mhm, Moi, je pense que le bonheur, c'est quelque chose, c'est une décision. Si tu décides que quand je serai heureux quand je serai riche, ben, tu te pièges en fait. Parce qu'en fait, tu restes dans. Alors, ça veut dire que tu ne tu es t'offres rien. constamment Oui, en train de courir derrière la richesse, derrière la l'argent et tout richesse ça. pour le. Et ça, c'est un conditionnement Mm, aujourd'hui qui est complètement faux. Parce que, mm, en fait, en réalité, il faut être heureux des petites choses qu'on a. Enfin, exact. il faut accepter les petites victoires en fait. Parce que les petites victoires, c'est ce qui nous correspond à l'instant T. Et se dire, OK, ça, j'ai. Ce que je veux maintenant, je vais le construire. Et ouais, dans le développement personnel, moi, ce que je peux dire, c'est que on est tous responsables de ce qu'on va devenir demain. Et on a tous un rôle à jouer là-dedans. Si tu es prêt à Mm, faire des efforts, tu vas être certainement une meilleure personne. oui, Si tu veux jouir et profiter de la vie, à un moment donné, comme dans tout, c'est quand enfin, il y a une limite, il y a une mm, date de limite à ça. Et à un moment donné, on se retrouve piégé. Mais il faut être une personne qui vise son avenir de manière juste. oui, Ouais, je pense on a tous on est tous, en fait, peu importe ce qu'on peut dire, l'état, on est dans une mauvaise phase, les choses vont pas bien, il y a la guerre. En fait, non, mm, on est tous maîtres de ce qu'on veut devenir et ce qui nous arrive. exact. Même dans les plus mauvaises conditions possibles qui existent, Mhm. je crois on a toujours une voix que de se dire on est victime. Plus on est victime, plus c'est ça notre mindset. Et je crois que euh, bon, voilà, on peut tous se dépasser et se dire bon, voilà, on veut le meilleur pour soi-même, mais aussi on se donne du temps euh, pour y arriver. Mhm. Il faut s'excuser à un moment donné. Si ça marche pas aujourd'hui, ça pourrait peut-être marcher demain. C'est question de temps, mais être dans la bonne direction. Ouais. Euh, 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 Quand on est dans la bonne direction, peu importe le temps que ça va prendre, c'est sûr que ça va arriver. Euh, je ne sais pas si vous avez autre chose que vous aimeriez ajouter que je n'ai pas peut-être eu à mentionner dans mes questions.
Et c'est comme ça comme on va essayer de finir notre discussion qui a été très, très éducatif pour moi-même, personnellement. Je crois que j'ai été beaucoup plus édifié par votre histoire personnelle. Cette question de remise en question et tout ça, j'aime bien remettre en question la plupart des fois. Non, merci, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Vous nous avez énormément aidé pendant la Future Pro League et ça, j'en suis très, très reconnaissant. C'était Merci. un travail exceptionnel qui a été fait, qui nous a permis de aujourd'hui avoir une image et d'être connu au niveau international. Ça, c'est tout ce qui découle aujourd'hui de la Future Pro League. Et je pense qu'il y aura beaucoup de fruits. Je serais ravi encore de pouvoir collaborer avec vous. C'était donc un plaisir de pouvoir répondre à votre invitation. Ce que je peux juste dire, oui, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, c'est de donner un message d'espoir à tous les jeunes, en fait, de dire que notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes. Et chaque jour, il faut lutter contre nous-mêmes pour être une meilleure personne et pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et il faut accepter le combat, il faut l'aimer même, parce Oui. que c'est ça le chemin. Et voilà, moi, la seule chose que je peux ajouter, c'est que voilà, si je dois prendre la parole, c'est pour demander que les gens qui nous écoutent se rendent compte que leur avenir, en fait, est entre leurs mains. Et en tant que Congolais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de nous, on a le devoir d'exceller dans toutes les petites choses qu'on fait pour pouvoir, à un moment donné, contribuer tous ensemble à ce que ce beau pays, le futur qu'il mérite. Et donc, voilà, c'est ça. En tant que Congolais, soyons fiers de ce qu'on est, mais travaillons pour être encore plus fiers demain. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que les Congo nous a nous. Exact. Il n'a personne d'autre pour être le Congo. Pour être le Congo riche et fort, il n'a que nous. Donc, soyons cette force pour le Congo. Soyons cette richesse pour le Congo, pour que le Congo soit réellement riche. Je crois que c'est comme ça comme nous finissons cet épisode du NNP Podcast, où nous avons eu le privilège de recevoir Hugo Kasuku, le visionnaire fondateur de Goal, une initiative académique, pas académique, c'est une initiative qui utilise le sport comme un puissant outil d'apprentissage et de transmission des valeurs, où nous avons également exploré comment le sport peut être un vecteur de développement personnel et d'éducation pour les jeunes. C'est la fin de ce NNP Podcast où nous discutons avec différents invités sur l'industrie créative et la croissance économique en République démocratique du Congo. Quand on parle de la croissance économique, on parle aussi de la croissance du développement humain plutôt. Je crois que le Congo a besoin plus de son peuple, un peuple fort, un peuple instruit, un peuple informé. C'est pourquoi on essaie de partager nos expériences avec différentes personnes qui ont des initiatives, qui parlent de soi et qui ont des impacts significatifs dans la communauté. Si vous êtes quelqu'un qui aimait à découvrir, apprendre ou à se développer personnellement, ne manquez pas nos discussions sur le NNP Podcast, tout simplement à vous abonner sur nos plateformes EPO Podcast, Inca, YouTube et sur Facebook pour différentes publications. Je crois que c'est la fin de cet épisode et retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre discussion avec une nouvelle personne. Merci beaucoup, Hugo. Merci à vous.